Bonjour et bienvenue. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865 ne résout pas le problème de la population des Noirs. Loin de là. Le Sud, là où ils sont le plus nombreux, est en ruine, pillé par les profiteurs de guerre. La reconstruction commence à peine et on ne sait pas ce qu'on va faire de toutes ces populations. Le 13e amendement en 1865, décembre 1865, abolit l'esclavage. Très vite, il s'avère nécessaire de voter un 14e amendement, 3 ans plus tard, donnant aux Noirs la condition de citoyens, et 2 ans après, en 1870, le 15e amendement leur donne le droit de vote. Les Noirs ont le droit de vote aux États-Unis depuis 1870. Mais ce droit est tout à fait théorique. Sur le terrain, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le nouveau statut des Noirs est très mal accepté et on fait tout ce qu'on peut pour les empêcher d'exercer leurs droits. Par exemple, beaucoup d'États vont voter des lois exigeant que pour voter, pour être électeur, il faut savoir lire et écrire. Ce sont des lois qui semblent être des lois de bon sens, mais en réalité, les Noirs à l'époque, anciens esclaves, ne savent ni lire ni écrire. Il s'agit donc d'essayer de les empêcher de voter. Une bonne partie de l'hostilité des Blancs envers les Noirs va d'ailleurs exploser à ce moment-là, parce que parmi les populations blanches, pauvres, peu éduquées, un certain nombre ne savent ni lire ni écrire. Ils vont donc perdre le droit de vote qu'ils avaient jusque-là. Par ailleurs, les populations noires qui se retrouvent maintenant libres continuent à faire des travaux très pénibles, à très bas coût. Ils sont donc en concurrence avec ces blancs peu éduqués qu'on appelle les white trash. Bien évidemment, les white trash vont imputer ce déclassement aux Noirs et le racisme va se développer. On va voir se multiplier les sociétés plus ou moins secrètes dédiées à l'ordre moral. The Knights of the White Camellia, le Ku Klux Klan et d'autres organisations visant à assurer la suprématie blanche. Souvenez-vous que même Lincoln était persuadé que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, et pourtant ils n'étaient pas dans ceux qui leur étaient le plus hostiles. Un grand nombre de lois vont ensuite être votées pour régir la cohabitation entre les Blancs et les Noirs. On les appelle les Jim Crow Laws, et elles vont instaurer la ségrégation. On va avoir des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs, des toilettes pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs, etc. La ségrégation se fonde sur le principe « separate but equal », séparés mais égaux. Ce principe est validé par la Cour suprême en 1896 dans l'arrêt Plessy vs Ferguson, voté à une très large majorité de 7 juges contre 1. Il ne faut pas forcément y voir une preuve de racisme. Pour les Américains, il n'y a pas de problème. Du moment que l'égalité des chances est respectée, on peut avoir des écoles pour noirs, des écoles pour blancs. À l'époque, en France, on a des écoles pour garçons, des écoles pour filles. Et puis, les États-Unis ont toujours été une société multiculturelle. On a déjà tout un tas de communautés qui vivent à part et à côté des États-Unis. Les Amish, les Quakers, les Mormons, autant de sociétés à part, qui font partie de l'Amérique, mais qui vivent un peu à part, qui exercent de fait une forme d'autoségrégation. Donc le principe même de la ségrégation, au départ, n'est pas forcément une preuve de racisme. Dans son application par la suite, par contre, le problème va devenir évidemment nettement différent. Les Noirs, dans leur immense majorité, ne vont pas pouvoir exercer leurs nouveaux droits. Ceux qui essayent, la plupart du temps, pas toujours, mais assez souvent, le regrettent, ou enfin n'ont pas forcément le temps de le regretter, puisqu'ils sont assez rapidement exécutés. On a tout un tas de lynchages, alors des lynchages qui peuvent même se faire en public, à visage découvert, et qui ne posent strictement aucun problème, en toute impunité. Les recours sont évidemment très compliqués. Si vous avez été victime d'intimidation ou de blessures ou de menaces, vous allez devoir aller voir le shérif pour déposer une plainte qui sera instruite par le procureur et jugée par le juge. Dans une société où le shérif, le procureur et le juge sont tous trois membres du Ku Klux Klan, vos chances de voir vos revendications aboutir sont assez faibles. Vos chances de mourir des représailles, en revanche, sont beaucoup plus élevées.
Malgré le décalage entre la théorie, les nouveaux droits des Noirs, et la réalité, l'impossibilité de les exercer, ils vont commencer à s'organiser et une association va naître en 1909, la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, fondée, entre autres, par William Dubois, un écrivain et penseur américain noir né au Massachusetts. Mais c'est surtout dans les domaines des sports et des arts, notamment la musique, que les Noirs vont s'illustrer. Le jazz, le blues naissent à ce moment-là. On connaît tous la figure emblématique de Louis Armstrong, par exemple. La ségrégation perdure et je voudrais prendre 2 exemples dans les années 30 pour montrer les limites et l'aberration du système. Le premier, c'est Jesse Owens. C'est un athlète noir américain et aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, il remporte 4 médailles d'or. C'est une humiliation terrible pour Hitler et pour tous les tenants de la suprématie blanche. À son retour aux États-Unis, on organise une cérémonie pour lui remettre un certificat d'appréciation. On oublie un petit détail, le bâtiment dans lequel on a prévu de lui remettre ce certificat est interdit aux Noirs. En tout cas, l'escalier et l'ascenseur sont interdits aux Noirs. Jesse Owens a donc été obligé d'aller chercher ce certificat qui reconnaît le rôle immense qu'il a joué pour faire rayonner la gloire de l'Amérique en prenant le monte-charge, avant de rentrer chez lui et d'enchaîner les petits boulots parce que la société américaine n'avait pas de place pour lui. 1936, c'est aussi l'année de la publication du roman Gone with the Wind de Margaret Mitchell, qui remporte le prix Pulitzer, prix littéraire très fameux aux États-Unis. Adapté en film 3 ans plus tard, ça a été un succès énorme au box-office. On voit notamment une scène dans laquelle des anciens esclaves croisent leurs anciens maîtres et sont très heureux de les voir, les saluent et les considèrent pratiquement comme des amis ou des membres de la famille. C'est une réalité qui a existé. Il y a eu des esclaves qui vivaient en très bonne intelligence avec leurs maîtres, qui étaient proches d'eux, particulièrement bien traités. Mais on enjolive un peu les choses, parce que c'était quand même pas la majorité des gens. Toujours est-il que l'un de ces personnages, Mama, est interprété par Hattie McDaniel. Et pour son rôle dans Gone with the Wind, Hattie McDaniel reçoit un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Première fois qu'un noir, enfin en l'occurrence une noire, reçoit un Oscar. Et là encore, la salle dans laquelle on délivre les Oscars est interdite aux noirs. Hattie McDaniel ne peut donc pas aller chercher l'Oscar qu'elle doit aller chercher. On pourrait multiplier les exemples. Le film Hidden Figures, par exemple, montre que même à la fin des années 50, au début des années 60, la situation a très peu évolué. C'est en fait dans l'armée que les choses vont bouger le plus vite. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs vont s'engager proportionnellement en nombre beaucoup plus important que les Blancs. Or, des Noirs qui s'engagent pour aller défendre leur pays alors que les Blancs n'y vont pas, c'est difficile de ne pas les considérer comme citoyens. Par ailleurs, sur le terrain dans l'armée, il est très difficile d'appliquer la ségrégation. Des baraquements pour les Blancs, des baraquements pour les Noirs, des péniches de débarquement pour les Blancs, des péniches de débarquement pour les Noirs, des chars pour les Blancs, des chars pour les Noirs. Sur le terrain, ça n'est clairement pas viable. Donc, de fait, les Blancs et les Noirs se mélangent sur le terrain, et quelques années après la guerre, en 1948, la ségrégation est officiellement abolie dans l'armée. Il est rare que l'armée soit à la pointe du progrès social, mais en l'occurrence, si. Suite à ce premier pas, les années 50 vont voir se renforcer et se développer le mouvement pour les droits civiques. La première avancée vraiment décisive a lieu en 1954 grâce à l'arrêt de la Cour suprême Brown versus Topeka. En 1952, Oliver Brown, qui comme son nom l'indique est noir, veut inscrire sa fille à l'école à côté de chez lui, mais c'est une école pour blancs. Donc on va regrouper 5 cas comparables et on va engager ce qu'on appelle une class action, un procès collectif. Oliver Brown saisit donc le tribunal, il perd, il fait appel, il perd, il fait appel devant la Cour suprême de son État, il perd, et en 1954, le cas arrive sur la table de la Cour suprême. La Cour suprême, à ce moment-là, est présidée par Fred Vinson, qui vient du Kentucky.
Le Kentucky est un ancien border state qui a refusé d'abolir l'esclavage de lui-même. C'est un des derniers États à avoir aboli l'esclavage. Et il est très hostile, évidemment, à la cause des Noirs. Heureusement, Fred Vinson meurt et il est remplacé par Earl Warren, qui est beaucoup plus sensible à la cause. Non seulement Earl Warren va convaincre ses collègues de voter la fin de la ségrégation, mais il va réussir à les convaincre de voter à l'unanimité, pour une raison bien simple. Plessy versus Ferguson a été voté à 7 voix contre une très large majorité. Une décision renversant la décision Plessy versus Ferguson, qui passerait seulement de justesse, serait très mal acceptée sur le terrain. Les risques d'émeutes, de mouvements sociaux, de guerre civile ne sont absolument pas négligeables. On décide donc de mettre toutes les chances du côté de la très courte majorité de la Cour suprême, et c'est à l'unanimité que les 9 juges de la Cour suprême votent pour donner raison à Oliver Brown, et donc, de fait, abolir la ségrégation. Alors, sur le terrain, bien évidemment, cette décision va être très difficile à mettre en œuvre. Les premières étudiantes qui sont allées dans des écoles pour blancs ont dû faire face à une hostilité particulièrement marquée. On connaît tous le fameux tableau de Norman Rockwell, The Problem We All Live With, où on voit une petite fille encadrée par 4 agents fédéraux pour aller à l'école. C'est une caricature, mais c'est une caricature d'une situation qui existait bel et bien. Plusieurs grandes figures vont apparaître pour illustrer le mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King, Malcolm X. La grande différence entre Luther King et Malcolm X, c'est que Martin Luther King est partisan de la non-violence et de l'égalité parfaite entre les Blancs et les Noirs. Malcolm X, avec les Black Panthers, est beaucoup plus revanchard et revendicatif. L'un des épisodes les plus célèbres de la lutte pour les droits civiques est probablement l'arrestation de Rosa Parks en 1956. Ça se passe à Montgomery, dans l'Alabama. Martin Luther King avait lancé un mouvement de boycott des transports publics parce que la ségrégation continuait à y être pratiquée, alors que théoriquement la ségrégation est abolie par la Cour suprême depuis 1954. Mais il y avait une zone grise. La ségrégation est abolie dans les écoles officiellement, donc par voie de conséquence, il est logique qu'elle soit abolie ailleurs, mais ça n'est pas dit explicitement. On est donc à un terrain un petit peu miné. Le service des bus de la ville de Montgomery continue à pratiquer une forme de ségrégation. Les Blancs s'assoient devant dans les bus et les Noirs à l'arrière. Rosa Parks s'assoit à l'avant d'un bus. Le chauffeur lui demande de s'installer à l'arrière. Elle refuse. Il fait venir un policier qui arrête Rosa Parks et l'emmène au commissariat. Elle va passer une vingtaine de minutes au commissariat, payer une amende de $10. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. On y revient tout à l'heure. Ce qui me gêne un peu plus dans cette histoire de Rosa Parks, c'est que ce n'est ni la première ni la seule à affirmer ses droits de cette façon. La grande différence entre Rosa Parks et toutes celles qui l'ont précédée, c'est qu'il y avait des caméras pour filmer son arrestation. On peut même se demander si ce n'est pas une mise en scène faite exprès pour les caméras. Alors si tel est le cas, c'est une mise en scène pour montrer une réalité qui existe bel et bien. Mais Rosa Parks devient donc un symbole, alors qu'on a oublié le nom de toutes celles qui ont eu le courage de le faire sans caméra. Le mouvement de boycott qui avait été lancé par Martin Luther King aboutit. On abolit la ségrégation à Montgomery dans les transports publics, mais pas ailleurs. On va donc voir se multiplier ce qu'on appelle les Freedom Riders. Ce sont des Blancs, souvent des étudiants, parfois même des agents fédéraux, qui prennent délibérément les transports publics qui traversent plusieurs États en compagnie de Noirs pour les aider à faire valoir leurs droits. On a même quelques exemples où des policiers veulent arrêter les Noirs et les agents fédéraux, qui sont les Freedom Riders, arrêtent les policiers qui voulaient arrêter les Noirs. On est au bord de la guerre civile. D'autres épisodes jalonnent ce mouvement, un peu moins connus mais tout aussi symboliques. Notamment les fameux 4 de Greensboro. Dans un Woolworth de la ville de Greensboro, en Caroline du Sud, il y avait un comptoir, enfin un endroit où on peut manger, ça se fait beaucoup dans les supermarchés américains, où on peut servir à manger au comptoir et il y a une petite salle derrière où on peut s'installer pour manger. Les lois de ségrégation prévoyaient à l'époque que les Noirs avaient le droit d'acheter à manger, ils avaient le droit de manger debout, mais ils n'avaient pas le droit de s'asseoir pour manger.
4 jeunes étudiants décident de s'installer au comptoir et commandent à manger. Évidemment, on refuse de leur servir à manger puisque les Noirs n'ont pas le droit de manger au comptoir. Et les 4 hommes en question décident tout simplement de ne pas bouger, de rester sur leur chaise. On leur demande de partir, ils refusent de partir, on fait venir un policier, et le policier se trouve un peu embarrassé parce que rien ne dit que les Noirs n'ont pas le droit de s'asseoir à cet endroit-là. Ils n'ont pas le droit de manger assis, mais ils ont le droit d'être assis. Or, ils occupent donc 4 places au comptoir qui empêchent les Blancs d'occuper ces 4 places et qui dissuadent les Blancs de venir s'asseoir à côté d'eux, bien entendu. Mais on ne peut rien faire. Donc le magasin ferme ses portes un peu plus tôt en se disant que ces 4 jeunes gens sont vraiment casse-pieds. Le lendemain, ils reviennent à 20 et occupent pratiquement toutes les places assises du restaurant, empêchant donc de fait les Blancs de venir y manger. Puis le jour d'après, ils sont encore plus nombreux et le restaurant a fini par céder et autoriser les Noirs à manger assis. Il ne faut pas sous-estimer les risques énormes pris par Rosa Parks et les cadres de Booginsboro. Certes, d'un point de vue strictement légal, ils ne risquent pas grand-chose. Rosa Parks a payé une amende de $10. Ça représente une somme plus importante à l'époque qu'aujourd'hui, mais c'est une amende. En revanche, le Ku Klux Klan continue à se faire justice et à faire valoir l'ordre moral. Donc dans l'illégalité la plus totale, on continue à tuer les Noirs et les Blancs qui défendent les droits des Noirs. Ça ne se fait plus avec des lynchages publics à visage découvert comme dans les années 20 et les années 30, mais ça continue à se pratiquer. On voit par exemple dans le film Mississippi Burning qu'en 1964, James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner ont été assassinés, donc dans le Mississippi, alors qu'ils étaient en train d'essayer de convaincre les Noirs de s'inscrire sur les listes électorales. Le film est librement inspiré de la réalité, mais l'enquête sur la disparition de ces 3 hommes a clairement été bâclée. Il est relativement vraisemblable que le shérif local était impliqué, mais on n'a pas enquêté plus que ça. C'est dans ce contexte inflammable que Kennedy envisageait un Civil Rights Act, un projet de loi obligeant les États à permettre aux Noirs d'exercer les droits qu'ils avaient, notamment le droit de vote qu'ils ont depuis 1870. Kennedy savait que ça avait assez peu de chances de passer au Congrès, mais il avait quand même préparé un projet de loi, et il est mort avant de réellement pouvoir le défendre. C'est son successeur, Lyndon Johnson, qui va se battre. Il va affronter un filibuster historique, il va faire preuve d'un courage politique énorme, perdre tous les démocrates du Sud au passage, mais il va réussir à faire voter le Civil Rights Act. On l'a déjà vu sur le terrain, les lois ne se transcrivent pas tout de suite par un changement. Il va donc s'avérer nécessaire de voter une nouvelle loi. Pour revendiquer cette nouvelle loi et la mise en application de la première, une grande marche va être organisée le 7 mars 1965, depuis la ville de Selma en Alabama jusqu'à Montgomery. Mais la marche ne va pas arriver jusqu'à Montgomery. En arrivant sur un pont, la police charge les manifestants, pourtant complètement pacifiques. On a des images absolument catastrophiques de la police qui matraque des femmes au sol. Ce jour a été appelé le Bloody Sunday et toute l'Amérique a commencé à quand même sérieusement se poser des questions. Une deuxième marche sera organisée par la suite, même point de départ, même point d'arrivée, mais en arrivant au niveau du pont où la police avait chargé la première fois, les manifestants ont eux-mêmes fait demi-tour en signe de protestation contre la première attaque qui avait eu lieu. Et c'est seulement la troisième marche, quelque temps après, qui va aller jusqu'à Montgomery et aboutir, notamment avec le slogan « We shall overcome ». Nous surmonterons toutes les difficultés. Et en 1965, Lyndon Johnson va réussir à faire voter le Voting Rights Act, qui complète l'arsenal juridique et donne réellement aux Noirs les mêmes droits qu'aux Blancs. Le combat légal est donc terminé. Sur le papier, l'égalité est assurée. Sur le terrain, bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va désormais falloir changer les mentalités, il va falloir lutter contre la discrimination, qui est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus compliquée à régimenter qu'une loi.
et ça fera l'objet de la 3e vidéo sur ce sujet. Merci d'être venu, repassez me voir à l'occasion.